Célébrons parce que c'est un moment pour nous de revenir à qui nous sommes. Parce que ceux qui s'obstinent à ne pas voir leur passé s'exposent à leur revivre. Alors nous continuons l'exposition ici. Ce sera un peu l'explication de texte. Vous les avez ici, les trois. Vous avez Ernest Ouandié, vous avez Félix Roland Moumié, vous avez Abel Kingé. Voilà ceux qui ont porté le poids et qui ont payé de leur vie la lutte pour l'indépendance et pour la souveraineté de notre pays. Derrière vous, ici, le jour où une photo d'Ernest Ouandié menotte au point, on le conduit à la potence. Lorsqu'on a crucifié Jésus-Christ, 2000 ans après, certains continuent à jouer au crucifié. Qui a jamais joué à Ernest Ouandié pour ce pays? C'est-à-dire à celui qui a tout donné pour que ce pays soit différent de ce qu'il est aujourd'hui. Alors nous continuons ici, voici le parcours. Vous avez ici les leaders nationalistes camerounais. Assis, il y a Roland Félix Moumié, président de l'UPC élu au congrès des ECA. Vous avez en costume sombre Abel Kingé. Et vous les retrouvez là en haut, les membres du bureau politique de l'UPC. 6 mars 1955. 6 mars 1955. Ici, nous avons mis ceux qui ont organisé la répression. Vous avez ici Pierre Mesmer, le haut commissaire de France au Cameroun de 1958. Il était le directeur de cabinet du ministre des colonies. Il a été nommé ici et il est venu avec dans ses bagages un assassin, Maurice Delaunay, que voici. On l'a appelé le boucher des Bamileke. De 1956 à 1958, c'est lui qui était le préfet des Bamileke à Tchang. Tchang était à l'époque le chef-lieu de la région de l'Ouest. Et la région de l'Ouest allait jusqu'à Bonabéry. Konsamba faisait partie de la région de l'Ouest. Donc tous ceux qu'on arrêtait partout, dans les camions, tous ceux qu'on arrêtait partout, on les transférait à Tchang. Et c'est donc Maurice Delaunay, qui est mort tranquillement à Cannes, qui a organisé les mouvements d'extermination. Nous avons mis ici une série de textes que je vous conseille de lire lorsque vous aurez le temps. Le premier texte, c'est celui du haut commissaire de France au Cameroun, Monsieur Pierre Mesmer. Permettez-moi de lire juste 3 lignes. Il dit: j'ai l'honneur de vous faire savoir que les circonstances actuelles m'ont conduit, sur la demande du gouvernement camerounais et après accord du ministre de la France d'Outre-mer, à user des pouvoirs que me confère l'article 41 du décret du 16 avril 1955, portant statut du Cameroun, que j'ai décidé d'assigner à résidence les condamnés à une peine d'emprisonnement sur le point d'être libérés. S'ils constituaient un danger certain pour l'ordre public et qu'ils aient été ou non condamnés à la peine accessoire. Je voudrais rappeler juste un détail. À ce moment-là, c'était la loi française, le système judiciaire français qui était valable au Cameroun. Il fallait avoir un avocat. Il fallait que chacun qui est détenu ait une situation juridique claire. En prenant cet acte exceptionnel, il donnait à ses administrés la possibilité et le pouvoir d'arrêter les gens de manière arbitraire et de les détenir. À la suite de ce texte, lorsqu'il a communiqué ce texte, Maurice Delaunay, le boucher des Bamileke, a immédiatement pris un autre texte
le 22 avril 1956, qui dit si j'ai l'honneur de vous rendre compte que soit immédiatement, soit dans un avenir proche, c'est 100 à 200 individus que c'est à 100 à 200 individus que pourrait s'élever le nombre des assignés à résidence de la région Bamileke. Il s'agit en effet d'assigner à résidence les condamnés, les individus formellement coupables de complicité passive. Alors, il annonçait ainsi les personnes qu'il allait arrêter. Et c'est comme ça qu'il a créé 2 camps d'extermination. L'un à Bansoa et l'autre à Bangou. Parce que ceux qu'il arrêtait et qu'il envoyait dans les camps d'extermination, c'était ceux qui n'étaient pas qualifiés pour être libérés. Et que la justice française ne pouvait pas accepter qu'ils soient en prison. Et que la justice française ne pouvait pas accepter qu'ils soient en prison. Donc, ils ont donc créé une zone grise où ils mettaient des gens destinés systématiquement à la mort. Donc, vous avez ici la gendarmerie française. Le lieutenant-colonel Jean Lamberton est ici avec le corps de Rouben Ognobé devant lui, sur cette planche. Donc, vous avez ici William Bechtel, c'est lui qui a empoisonné Roland Félix Moumier, c'était un agent secret français. Vous avez ici le général Le Pouloc, le commandant militaire de la France en Afrique équatoriale. Il résidait à Brazzaville. C'est à partir de Brazzaville qu'ils ont organisé l'extermination. Maintenant, vous avez un personnage, une figure dont on parle peu. Monsieur Kwayeb Enoch, qui est mort il n'y a pas longtemps. Il a été même le président de l'ONEL. J'ai présenté ici un texte. Parce que monsieur Kwayeb Enoch était ministre, inspecteur général, comme l'actuel ministre de l'administration territoriale. Il avait ce pouvoir-là. Qu'est-ce qu'il dit? Conduite à tenir à l'égard des chefs traditionnels. Voici le texte fondateur à partir duquel on gère la chefferie traditionnelle jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que par cet acte adressé au sous-préfet, au préfet et au chef de district, M. Kwayeb a demandé de renvoyer tous les chefs qui ne sont pas légaux, c'est-à-dire qui ne soutiennent pas l'administration coloniale française, et de les remplacer par les chefs qui sont favorables à l'administration coloniale française. Et voici le texte fondateur. Il y a un autre. Donc, vous avez ici M. Roland Pré. C'est lui qui a interdit l'UPC en 1956. Vous avez ici l'armée française. Donc, alors, nous allons continuer. Nous allons continuer. Alors, je me tiens à votre disposition pour répondre aux questions. Alors, je reviens par ici. Voici une affiche. Archive. Voilà comment l'administration coloniale présentait Ernest Ouandié, combattant nationaliste recherché mort ou vif. Donc, cette image était envoyée dans tous les postes de contrôle à sa recherche. Ici, nous avons également récolté la plupart de ceux qui ont été recherchés et la plupart ont été abattus. Donc, les primes suivantes seront versées à toute personne du Cameroun français et du Cameroun britannique qui permettra la capture ou la mort d'eux. C'est comme dans le film western Wanted. Shinga Martin, 350 000 francs. Il était le chef militaire de l'UPC, de la branche armée de l'UPC. Momopol, 350 000 francs. Kanga Gaston, lui, 150 000 francs, ainsi de suite. Donc, voici ceux qui étaient recherchés. Mayou Abek, Moumier Roland Félix, Singa Martin, Oubniobé, Ngo Omar Gertrude, Wandiene Edimark, l'épouse de Wandier, King Abel,
j'étais prospère. Nge Eli Lavater. Alors, on les appelait les combattants nationalistes. Ils pouvaient et on donnait une prime. Si on les trouve, il faut les abattre, morts ou vifs. Voici un échantillon des combattants de l'armée nationale de libération du Cameroun. Regardez, tant que Noé, ces hommes sont dangereux. Très forte prime à celui qui permettra de les capturer. Tant que Noé était à Mohenri, vous savez que tant que Noé fut exécuté. Donc, vous avez ici un visage parfaitement inconnu. Tant Nicodème. Il fut le secrétaire général de l'UPC Bansois. La mémoire de l'UPC Bansois. Alors, au moment où on est venu incendier sa maison, il s'est enfui parce que c'est lui qui avait la machine à taper. Il était l'un des rares qui savait taper à la machine. L'immense majorité des pétitions envoyées aux Nations Unies ont été tapées par Tant Nicodème. Lorsqu'on l'a arrêté, on l'a enfermé à Tchang. Pendant qu'il était à Tchang, à la prison, il s'est mis à aider à réparer les machines à taper. Ce qui fait qu'on l'a transféré à Fumban, parce qu'il devenait populaire au milieu des prisonniers. À Fumban, il s'est mis encore à réparer les machines à taper. Et on a donc ordonné qu'il soit libéré à l'avance, avant la date à laquelle on devait le libérer. Quand il est rentré chez lui, il a repris les activités militantes de plus belle. Il est devenu la mémoire de l'UPC. Son fils est décédé l'année dernière, 2024. Il s'appelait Fokou Jean-Paul. Avant de mourir, il nous a donné une grosse documentation issue des archives. Parce que Tant Nicodème était la mémoire de l'UPC dans la région Bamileke. Parce qu'il couvrait la plupart des endroits là-bas. Et il avait donc les archives. Donc, lorsque nous avons récupéré ces archives, c'est dans ces archives, par exemple, que nous avons vu les brouillons des pétitions. Parce que l'UPC faisait énormément de pétitions. Et nous avons donc retrouvé les brouillons des pétitions parce qu'à ce moment-là, c'était rénéotypé. Et vous voyez, quand on rénéotypait, l'encre envahissait la page. On était obligé de refaire la renéo. Pour les anciens comme nous, ils vont se souvenir. La renéo. Donc on faisait une fois, ça ne sortait pas bien. On faisait une deuxième fois. Donc c'est comme ça que nous avons retrouvé dans la grosse cantine des documents inédits sur le fonctionnement de l'UPC, sur la bataille dans la région Bamileke et sur un certain nombre de personnes qui furent arrêtées et portées disparues. Alors je veux avancer ici. Nous avons ici un personnage, Penka Michel. Alors il se trouve que je viens d'un arrondissement qui porte son nom. Pourquoi il s'appelle Penka Michel? J'ai mis ici, nous avons mis ici le décret du président de la République qui donne le nom Penka Michel. Qu'est-ce que le document dit? Les districts de Bacham, Galim, Compagnie, Kekem, Penka Michel, Bamenjou, Banjoun, Bangou, ainsi de suite, créés dans les départements de la mer Noire, du Honkam, de Bambounes d'Undé et de la Mifi par décret numéro 6267 du 31 décembre 1960, subdivisés, sont érigés en arrondissement. Le seul arrondissement, parmi tous ces gens-là, tous ces arrondissements, qui porte le nom d'un individu, c'est celui de Penka Michel. Pourquoi jusqu'aujourd'hui l'arrondissement porte le nom de Penka Michel? Pour trois raisons fondamentales qui se trouvaient ici dans la lettre du sous-préfet de l'époque. Un, il a hébergé dans sa concession l'armée française. Deux, sa concession était un camp de concentration où on exterminait les gens. Trois, il avait été militant de l'UPC avant. Et en trahissant l'UPC, il a montré à l'armée française les cachettes, les endroits et les jours des réunions de l'UPC. Il a participé de manière décisive à la destruction du mouvement nationaliste en livrant à la potence les gens du village et les gens qui venaient de partout
Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on arrêtait les gens partout, on les amenait à Tchang. On procédait au tri, et ceux qu'on décidait d'exécuter, on les envoyait dans un camp qui se trouvait à Bansoa. C'était un camp secret, parce que le colonel Ducrest de Villeneuve, commandant militaire de la France au Cameroun, n'a su que ce camp-là existait que lorsqu'il y a eu un incident à Bansoa impliquant le haut commissaire de France au Cameroun. Donc, nous sommes... Alors, ça c'est juste l'arrondissement de Penka-Michel, et je lis ici la lettre du sous-préfet de l'époque, M. Tinkou Kondo. Il dit, cette unité administrative porte le nom de Penka-Michel, de ce que M. Penka, planteur, commerçant et conseiller municipal, natif de Bansoa, avait au moment des troubles, énergiquement opposé avec ténacité à l'action du terrorisme. Il est par ailleurs l'unique ressortissant de l'important groupe de Bansoa, 15 829 habitants, qui s'était tenu de plein pied dans la légalité. Il a notamment défendu toute sa concession, ses propres biens, et ils sont demeurés adéquats. Voilà. Alors, M. Penka Michel, sur 15 829 habitants, il était le seul qui a choisi de soutenir l'armée française et l'administration française. Et c'est à juste titre qu'au moment des récompenses, on lui a donné le nom, on a baptisé l'arrondissement de son nom. Je fais partie des malheureux habitants de cet arrondissement. J'ai eu le malheur de participer à un documentaire de Vox Africa de 52 minutes. Vox Africa a demandé mon avis par rapport à l'arrondissement et j'ai donné mon avis. Nous sommes aujourd'hui au tribunal avec le fils de Penka Michel qui nous accuse de diffamation, qui poursuit Vox Africa, Radio Bansoa Université, Kwemche, l'association Kwemche qui avait donné son avis. Et voilà, donc ça fait partie des premières batailles juridiques mémorielles, c'est-à-dire ce qu'on appelle la guerre des mémoires. Donc, ici, vous avez ici la cérémonie d'enterrement de Wanko, vous avez André-Marie Mbida, nous avons essayé de mettre ici, alors, Marcel Lagarde. Pour ceux qui ne connaissent pas Marcel Lagarde est une figure emblématique du colonialisme français au Cameroun. Il était un ingénieur agronome. Il a repris la station de production de Tchang et il a donc rencontré le chef supérieur Bansoa en 1952 pour lui demander un espace pour agrandir le champ de quinquina. Le chef Bansoa lui a donné cet espace, mais en moins de 6 ans, il est passé il a pratiquement multiplié par 5 pour se retrouver à 576 hectares. Et donc, le chef Bansoa s'est rapproché de lui pour lui demander de respecter le dispositif. Il a refusé. Et les combattants UPCistes ont donc décidé de combattre Marcel Lagarde et de le chasser de là-bas. Ils ont donc détruit la pépinière et le domaine Lagarde est devenu un fief où il y avait plus de 900 combattants UPCistes surarmés. C'est donc pour pouvoir combattre, donc à partir de mon village, l'armée française a perdu beaucoup de soldats dans la guerre parce qu'on coupait le pont entre Tchang et Bafoussam. Donc pour ceux qui se souviennent des opérations, l'opération Épervier, l'opération Charlie, l'opération Étincelle, l'opération Echo, toutes ces opérations se sont déroulées dans mon village. Pourquoi? Parce qu'il y avait un très gros contingent de militaires de l'ALK. Alors, Marcel Lagarde s'est enfui en 1956. L'UPC a pris possession de la terre. Penka Michel a demandé à l'UPC de lui donner 100 hectares de terrain pour qu'il puisse cultiver le café. L'UPC a refusé. Chut. Oh! Jeune fille. L'UPC a donc refusé de lui remettre les 100 hectares de terrain
Penka Michel s'est donc révolté, a retourné sa veste et allé rencontrer Maurice Delaunay pour lui demander si on ne pouvait pas mettre la terre à sa disposition. Maurice Delaunay lui a dit, ok, mais pour qu'on puisse mettre la terre à votre disposition, il faut chasser les combattants UPC qui se trouvent. On appelait ça les hommes infestés. Et donc, Penka Michel, dans l'espoir qu'après avoir nettoyé le domaine Lagarde, il aurait 100 hectares de terrain, s'est donc allié à l'administration coloniale française pour combattre l'UPC. Et c'est donc comme ça qu'il a hébergé chez lui un contingent de l'armée française. Pourquoi? Parce que sa concession était le poste de commandement le plus avancé, le domaine Lagarde n'étant qu'à 3 km de là. Donc, voici la raison pour laquelle Marcel Lagarde, il est devenu par la suite, il a été élu sénateur dans la même liste que Djoumessi Mathias. Ça, c'est notre histoire. Alors, vous connaissez celui-ci, je ne veux même pas en parler parce que ça va me faire venir les larmes aux yeux. Donc, alors, Anissé Ekane, moi je considère qu'il est le dernier des Mohicans. Il est le nationaliste le plus authentique. Et donc, sa famille a voulu qu'on écrive ce poème pour lui. Je vais vous le lire. This word is a circus. This word is a circus. People love a clown. So you better entertain them. If you can win the crowd, there is no parade or protest. For caluses on hand, Sunday attendance, and doing what you can. Why do the best men rest in unmarked graves? Why do the good ones never find the front page? I can't help but thinking now, if that's the case, I will be lucky when I go if no one knows my name. Le poème s'appelle No One Knows My Name. Marc Sibila. Il y a un deuxième poème. Il restera de toi, Anissé Ekane. Il restera de toi ce que tu as donné. Au lieu de le garder dans des coffres rouillés. Il resterait de toi, Anissé Ekane, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. Ce que tu as donné, en d'autres fleurira. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi ce que tu as offert, entre les bras ouverts, un matin au soleil. Il restera de toi ce que tu as perdu, que tu as attendu plus loin que les réveils. Ce que tu as souffert, en d'autres revivra. Celui qui perd sa vie, un jour la retrouvera. Venez, prenez le temps de lire. Ici, nous avons encore des résistants de l'UPC. Vous avez ici Fossi Jacob, son histoire est connue. Maurice Delaunay a été le premier à décider d'envoyer les gens exécutés au chute de la Métier. Le jour où on a exécuté Fossi Jacob, il s'est accroché sur le gendarme et les deux sont partis dans la chute. Vous avez sûrement entendu cette affaire-là. Donc à côté de lui, vous avez Ruben Oumniobe et King Abel. Donc alors, vous avez ici Monseigneur Albin Dormo, son histoire est connue. Vous avez ici le cadavre de Momo Paul. Vous avez ici le corps profané de Ruben Oumniobe. Je voudrais, face à tout ce monde-là, vous demander de vous lever, s'il vous plaît. 1 minute de silence. Juste 1 minute de silence. Merci beaucoup, on peut s'asseoir. C'était 1 minute de silence pour Ruben Oumniobe, pour Momo Paul, pour tous ceux dont les têtes furent coupées et exposées au carrefour Makiza à Bafoussam. 1 minute pour Ernest Wande, 1 minute pour Fossi Jacob, 1 minute pour Anissé Ekane. 1 minute pour Anissé Ekane. Donc, alors, je me dirige ici parce qu'il y a une série d'ouvrages. Il y a une série d'ouvrages que nous souhaitons présenter parce que nous nous sommes rendus compte que le plus grand danger qui nous guette, c'est que les gens ne lisent pas. Et quand vous voulez vous expliquer quelque chose que vous avez lu, les gens se lèvent
et s'enflamme. Si nous pouvions lire, nous lançons aujourd'hui les amis du livre, notre studio TV, chez nous, sur notre campus, Nouvelle-Runcolbus, peut vous accueillir. Si vous avez écrit un ouvrage, venez, on va vous donner l'occasion d'en parler dans notre studio. Si vous connaissez quelqu'un qui a écrit un bel ouvrage qui vous a intéressé, dirigez la personne vers nous. Nous souhaitons que les enfants laissent le téléphone et qu'ils lisent. Je leur dis chaque jour, voilà mes enfants, le livre vous nourrit, le téléphone vous vide et vous abrutit. Donc, nous avons ici toute une série de livres qui parlent d'un peu de tout. Et surtout, pour ceux qui le savent, la France au Cameroun, le fameux rapport Amondi, tout est ici. Alors, ce n'est pas à vendre. C'est juste pour que vous regardiez et que vous compreniez qu'il y a un lieu où il y a des ressources humaines et que ces ressources peuvent être à votre disposition au cas où vous auriez besoin. J'annonce bientôt, j'annonce l'apparition de cet ouvrage. Alors, ça va accélérer la procédure devant les tribunaux qui va se compliquer. Penka Michel, toponymie de la collaboration, une étude historique d'un personnage atypique. Ça va faire que l'histoire du tribunal soit longue. Voilà. Donc, je vous remercie. Nous avons presque fait le tour. Sentez-vous à l'aise. L'événement ne fait que commencer. Nous sommes ici jusqu'au 22. Le 21 au soir à 18h. Représentation théâtrale. 15 janvier 1971. Voici la pièce de théâtre. Voici la pièce de théâtre qui va être représentée ici. Écrite par votre humble serviteur. Mise en scène par le professeur Tami Yobagi Francis. Dont les enfants sont là. Merci, professeur. Est-ce qu'on peut applaudir pour le professeur Chalso, s'il vous plaît? Si vous avez des questions, je vous prie de les noter et nous aurons juste après la conférence débat une phase d'échange, questions-réponses. Et donc, pour gagner en temps, nous vous prions, mesdames et messieurs, de regagner chacun une place parce que nous allons passer à une phase un peu plus intellectuelle. Nous allons donner la parole aux éminentes grises de l'histoire, de la mémoire, pour qu'elles puissent nous édifier davantage sur qui était Ernest Ouandié et bien sûr l'histoire du nationalisme camerounais. Nous parlerons donc de splendeur et misère du nationalisme dans quelques instants seulement. Le temps pour moi, si vous en avez convenance, de présenter les acteurs performeurs qui nous ont présenté cette scène tout à l'heure. Monsieur Mbou Harol. Il est où Mbou Harol? Monsieur Mbou Harol, il est là. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Monsieur Siabdi Henry. Henry, il est où? Il est de quel côté, Henry? Face à nos nationalistes hier, il s'appelle Essindi Henry Cédric. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Et la dame couchée de l'autre côté s'appelle Elomo Marthe. Est-ce qu'on peut applaudir Elomo? Merci beaucoup. Monsieur Koumou, Seychelles. Il est de quel côté, Seychelles? Il est où? Ah oui, le baveur. Il s'est écroulé finalement? Oh là là. Il n'a pas pu supporter. Assia, mon frère. Et monsieur Tiati Ebi. Il est où, monsieur Tiati? Merci. Est-ce qu'on peut applaudir Tiati, s'il vous plaît? Je rappelle que cette représentation a été mise en scène par le professeur Guy Tami Yoba. Professeur,
Il est professeur en art, spectacle et cinématographie à l'université de Yaoundé 1. Professeur, 1 minute sur cette pièce que vous avez mis en scène tout à l'heure. Je ne sais pas quoi dire d'autre parce que pour moi, les différentes stations performatiques véhiculaient un message. Je l'ai souvent dit, on n'enseigne pas toujours l'histoire du Cameroun à nos enfants. La plupart de nos enfants qui partent du lycée, même de l'école primaire, ne connaissent pas l'histoire du Cameroun. C'est au contact du professeur So, qui a été mon enseignant, aujourd'hui mon collègue, que j'ai appris à connaître l'histoire du Cameroun. Et quand il m'a tout de suite parlé de ce projet, je l'ai embrassé en disant j'apporterai ma contribution intellectuelle et artistique avec mes étudiants. Ce que nous avons donné aujourd'hui, c'est juste un bref aperçu. Et nous voulons donc inviter tout le monde à venir ici le 21 avec les amis et connaissances, la famille, pour pouvoir découvrir cette page importante de l'histoire de notre pays. Parce qu'il s'est passé tellement de choses. On n'enseigne pas toutes ces figures. C'est dommage. Merci encore une fois de plus. Merci beaucoup, professeur. Et nous restons justement avec vous puisqu'il y aura d'autres... Le relais pour parler un peu du Manidem et du relais de ce qui s'est passé pour que le nationalisme camerounais donne l'impression de flotter aujourd'hui. Donc, pour faire la mise en place, je voudrais définir ce qu'on entend par nationalisme. Selon le dictionnaire Robert en ligne, le nationalisme, c'est une doctrine, un mouvement politique qui revendique pour une nationalité le droit de former une nation. C'est l'exaltation du sentiment national, l'attachement passionné à la nation, presque du chauvinisme. C'est une doctrine fondée sur le sentiment. Et donc, c'est ce nationalisme-là, c'est vécu de cette manière que tous ceux que nous célébrons aujourd'hui ont voulu privilégier leur patrie, leur pays, chez eux par rapport à la présence militaire française dans notre pays. N'ayant pas pu obtenir de l'armée française et de l'administration française qu'elle libère notre pays, ils se sont retrouvés contraints de prendre les armes. Donc je n'en dirai pas plus. Le professeur Chumchua va prendre la parole tout de suite. On nous a donné 1 heure. 1 heure. Donc on va faire la répartition entre nous deux. Le prof va prendre 20 minutes. Le prof va prendre 20 minutes. Moi, je vais prendre 10 minutes. Et en 10 minutes, nous allons répondre aux questions. Parce que de toutes les façons, nous sommes des êtres de chair. Vous pourrez toujours venir nous voir après s'il y aura des choses dont qui vous auraient échappé. Voilà, pour vous avez la parole. Alors, merci, prof, pour ton invitation. Merci à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à garder la mémoire. Parce qu'un peuple amnésique est un peuple malade. Et l'un des problèmes du Cameroun, c'est notre amnésie organisée. Et donc, chaque fois que nous combattons l'amnésie, nous participons à la guérison du Cameroun. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire avant de commencer, c'est que dans mon propos, je fais une différence moi, entre la résistance à la colonisation et le nationalisme. Pour moi, le nationalisme, au-delà de ce sentiment, c'est d'abord l'engagement pour un projet de fondement d'une nation, d'un État. On peut résister au nom de sa tribu, de son clan, mais le projet national, pour moi, le moment charnier du projet national, c'est la pétition de 1919 des chefs Douala adressée à la conférence de Paris. Je laisse tout ce qui est... j'aurais bien mettre le projet de la Macabelle, mais je préfère ça. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'ils disent, nous ne voulons pas
être dominés. Nous voulons aussi notre propre indépendance. Donc, c'est le premier projet de dire nous voulons créer un État au Cameroun. Et ils écrivent ça à la communauté internationale. Vous qui êtes réunis à Paris, là, à Versailles, pensez à nous. Donc pour moi, c'est d'une manière arbitraire, mais pour moi, c'est ça. Et ce projet ne va pas prendre corps immédiatement. Il sera relayé par un certain nombre de personnes. Le premier relais, c'est Joseph Ebele, qui avait créé un journal qu'on appelle Ballet à Paris. Et l'article 1933, il dit le Cameroun revendique son indépendance. C'est ça qui est écrit. Et pendant longtemps, Ballet serait interdit au Cameroun. C'est-à-dire que l'administration avait mis que tu peux vendre tes feuilles de chou à Paris, mais pas au Cameroun. Et le deuxième relais, ce sont les structures créées par les Camerounais de la diaspora. Le premier, la figure emblématique, c'est Sean Kofri, un aventurier qui arrive en France et qui épouse une Française et qui va épouser les causes pan-africaines. Il va créer le comité pour le développement, pour l'émancipation du Cameroun. Et plus tard, ce comité sera divisé en deux avec la naissance de l'Union nationale camerounaise avec le cheminot, le gars de Dedo, le peuple Moumeitia et les autres. Donc, pour moi, je peux appeler ça la dimension, qu'on peut dire, proto-nationale, n'est-ce pas? Mais pour moi, le premier parti, le mouvement charnier qui porte le projet national, c'est l'UPC, 1948. C'est eux qui, de toute cette histoire-là, va structurer le combat en tant que demande politique essentielle, l'indépendance et la réunification du Cameroun. Deux choses pour préciser. Cheikh Anta Diop écrit qu'en 1950, en dehors des Camerounais et des Malgaches, aucun autre pays francophone n'avait ce désir, cette revendication d'indépendance. Pour dire comment ce désir était très, non seulement novateur, mais c'était très osé pour la période. Et pour cela, l'administration camerounaise, l'administration française, va tout mettre en œuvre pour faire échouer le projet. D'abord d'une manière très douce, qu'on peut dire, je peux appeler la douce, parce que faire échouer, faire perdre les élections, créer des partis tribaux, fabriquer, mettre les gens en prison, j'appelle ça d'une manière douce. Le changement a lieu en 1955. 1955, beaucoup de gens oublient, il y a trois phénomènes sur le plan global qui changent l'attitude française en 1955. Premier problème, c'est qu'il y a la guerre d'Indochine, il y a les événements en Algérie. Il y a la guerre d'Algérie. Et les Français disent, si on ne fait pas attention, l'UPC va créer un troisième front au Cameroun. Il faut donc empêcher pour qu'il n'y ait pas un troisième front au Cameroun. Donc, il faut détruire l'UPC et son projet national à tout prix. Ça, c'était le premier événement qui pousse les Français à changer d'attitude. Le deuxième événement, c'est la découverte du pétrole à Douala. Et l'exploitation, parce que non, l'exploitation. Alors, je crois que la lutte armée a aussi ceci que quand la répression, parce que si on veut parler de la répression, on parlera pendant 3 jours ici, on ne finira pas. La répression est forte, souvent elle désagrège la structure. Et on a connu ce problème-là, c'est-à-dire la coordination n'était pas aussi facile que ça. J'ai un étudiant qui a travaillé sur communication sur Maquis, une thèse sur ça, et vous verrez que communiquer dans cette situation ne fut pas difficile, c'est pas facile. Et donc,
à partir de 58, après la chute du front, du pays Bassa, et le front Bassa, vous savez ce qui s'est passé? On a juste encerclé tout le monde, on a brûlé tout, et puis finalement, on a pu arrêter le responsable. Et le plus grand front était le front de l'Ouest, c'est-à-dire, là aussi vous corrigez, c'est-à-dire Douala, le Douala, le Yabassi, le pays bamileke, et tout ça c'était le front de l'Ouest, avec plusieurs centres de commandement. Alors, et ensuite un autre front extérieur qui était à Kumba, qui ensuite va migrer à l'étranger, d'abord au Caire, puis ensuite à Accra, et va se désagréger après. À partir de 61, la répression est telle que le front se désagrège. D'où l'obligation surtout après la mort de Félix Moumié. Donc, les UPC sont contraints, le responsable est contraint de rentrer sur Maki. C'est en ce temps que Ernest Ouandjé rentre sur Maki. Non seulement pour organiser la lutte, et pour reconstituer les forces qui étaient déjà devenues disparates. Et ce fut un long combat de l'ouest jusque dans le Mungu. J'espère que je suis dans le temps encore. Hein? Donc, un long combat de l'ouest jusqu'au Mungu. 2 ou 3 phénomènes sur lesquels je devrais attirer votre attention, comme je dis encore. C'est d'abord la stratégie politique. Si vous verrez bien, le front de l'Ouest a tenu longtemps. Pourquoi? À cause de la permissibilité de la frontière avec le Cameroun anglophone. Que ce soit vers Bouddha, que ce soit vers au sud, tout le sud-ouest, malgré le changement de cap de l'administration anglaise, malgré la répression, il était possible encore de faufiler entre les lignes et d'approvisionner le front. Et c'est pour ça que ce front a tenu longtemps. Parce que sans base arrière, il est difficile pour un mouvement armé de tenir longtemps. Surtout une guérilla. Sans base arrière. Donc, le pays Bassa a échoué parce qu'il n'y avait pas de base arrière. Dès qu'on a fermé, la base était morte. Mais au pays bamileke, ils ont essayé pendant longtemps à cause de cette perméabilité. J'ai connu un papa qui est mort il y a 3 ans, qui me racontait comment les armes arrivaient dans mon village. Et les armes venaient de chez moi en passant par Bouddha. D'abord, de Bamenda, on fabriquait les armes du nord-ouest, là, de 2 coups, 3 coups. C'était acheté à prix d'or, transporté dans des sacs de maïs et autres, et ça passait par Bouddha jusqu'à sur le plateau central du pays bamileke. Donc, ce front a tenu longtemps à cause de ça. Ce front a tenu aussi longtemps à cause d'un deuxième phénomène, c'est la multiplicité des leaders. Parce que dans un moment de guérilla, si vous avez un seul leader, on le corrompt, on le coupe la tête, c'est fini. Alors, le fait que les leaders soient assez nombreux a fait que ce front tienne. Parce qu'un tué, il y avait toujours un deuxième, troisième qui prenait la relève. Surtout sur la dimension populaire. Malheureusement, à partir de 65, comme dit Deltom, il y a plusieurs phénomènes qui se conjuguent. Le premier phénomène, c'est que la France, s'étant délaissée de l'Algérie, va mettre tous les fronts dans la bataille pour réussir au Cameroun. Ayant accordé l'indépendance à l'Algérie en 62, ayant abandonné après le retrait des troupes d'Algérie, ce qu'on oublie, c'est qu'une partie des troupes parties d'Algérie vont se retrouver au Cameroun. Il y a comme une forme de supériorité numérique. Il y a une forme de lassement aussi des fronts. Et un troisième phénomène qui se passe aussi, c'est qu'il y a ce phénomène d'indépendance qui fait qu'on n'est pas toujours très clair sur est-ce qu'il faut continuer ou il ne faut pas continuer. Donc à partir de 68, le front commence à se cisailler. Et donc, quand on attrape Ouandjé en 70, hein, c'est déjà le front est presque en éteint. Ce front intérieur. Et heureusement que pendant que le front intérieur se disloque un peu, sans que ça ne soit complètement détruit, il y a un front extérieur qui naît. Après, partie des étudiants camerounais à l'étranger. Et ce sont ces étudiants-là qui, pendant longtemps, vont garder le front,
qui vont réanimer le combat au nom du Manidem. Et donc je voulais ainsi faire la transition et passer la parole au professeur Dikoumé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais être une salle d'applaudissements, s'il vous plaît. C'est tellement timide. Alors, je vais résumer très très rapidement. Première chose, il y avait les forces de l'UPC. L'UPC n'avait pas l'intention de gagner la guerre. Elle faisait la guerre pour pouvoir imposer la négociation. Ça, c'est une chose importante. Donc, deuxième chose, les armes dont elle disposait, c'était des armes rudimentaires. Et qu'est-ce qui a favorisé le combat de l'UPC? La permissivité des zones anglophones, à partir de Ouin, dans le sud-ouest, et à Bamenda. Donc les armes transitaient par là pour arriver aux combattants. Et les combattants étaient enthousiastes, et quand un tombait, deux autres prenaient. Alors, l'effondrement du front a commencé lorsque la France a abandonné l'Algérie et a déplacé le gros de ses troupes au Cameroun avec une logistique énorme. Pourquoi? Parce que la France avait peur que le Cameroun crée un deuxième front, un front qui pouvait menacer la stabilité. Donc, et surtout, la France avait besoin du Cameroun où on venait de découvrir le pétrole à Douala. Donc, maintenant, le front s'est effondré complètement à l'intérieur lorsqu'on a arrêté Ernest Ouandié, lorsqu'on l'a exécuté et que sur le terrain, l'armée française avait gagné. Maintenant, le relais a été pris par ceux qui ont organisé le front à l'extérieur et le Manidem fait partie de ceux qui ont fait vivre la résistance en étant à l'extérieur. Ce sera l'objet du propos du professeur Albert Dikoumé qui va nous expliquer comment le Manidem et les autres structures ont pris le relais de la résistance après l'effondrement du front et l'extermination les uns après les autres des nationalistes camerounais. Merci professeur. 20 minutes. Merci professeur Sow. Compte tenu du temps qui nous est imparti, nous n'allons pas parler de la période 80-90. Nous allons parler essentiellement du Manidem. Pourquoi le Manidem? Parce que celui-ci a joué un rôle essentiel puisque c'est lui qui a ranimé la flamme de l'UPC. Après donc la mort d'Ernest Ouandié, l'UPC est KO debout. Le mouvement est anesthésié. Et beaucoup de gens pensent que l'UPC est définitivement morte. Puisque cette UPC sombre dans une espèce d'immobilisme. Mais l'UPC n'était pas morte. Elle n'était pas complètement morte. Elle a pu retrouver une seconde vie grâce à ce qu'on appelle le Manidem, ou manifeste pour l'instauration de la démocratie. Manifeste national pour l'instauration de la démocratie. Maintenant, on peut se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce que le Manidem? Comment est-il né? Quelle stratégie, à quelle stratégie a-t-il eu recours pour s'implanter au Cameroun? Quelle a été la réaction du pouvoir face à la lutte menée par le Manidem? Que sont devenus les membres du Manidem et quel impact ce mouvement a-t-il eu sur la vie politique? Certains sont en train de dire que ça fait quand même beaucoup de sujets, mais je vais aller rapidement.
nous allons d'abord parler donc de la naissance du Manidem. Oumyobé disait, je cite, « Il n'est pas possible de séparer une seule minute la guerre de la politique. » La guerre menée par l'UPC a montré ses limites en tant que stratégie. Il fallait choisir une autre chose afin d'arriver au pouvoir. L'UPC voulait désormais instaurer la démocratie au Cameroun par des moyens démocratiques, en mettant en pratique ce que disait Mao Zedong. La politique est une guerre sans effusion de sang. La politique est une guerre sans effusion de sang. L'UPC voulait désormais s'appuyer sur la jeunesse et revendiquer dans la clandestinité, je souligne la clandestinité, un certain nombre de droits afin de parvenir à la démocratie. Cette lutte prend donc la forme d'un manifeste, d'un document que paraphent un certain nombre de gens. Il y en a qui appartenaient à l'UPC. Il y en a qui n'étaient pas membres de l'UPC, à l'instar de Mongo Betty. L'UPC avait formé ce qu'on appelait, donc, qu'on nommait un comité révolutionnaire. Ce comité révolutionnaire était dirigé par des gens, par des anciens, comme Michel Ndo, Wuli Massaga, mais aussi par des jeunes, comme Moukoko Priso et Mark Kitt. Ce sont ces gens qui vont donc rédiger ce manifeste national pour l'instauration de la démocratie. Cela signifie que l'UPC avait pris acte de ses échecs, notamment militaires du passé, et tourné le dos à la lutte armée. Surtout compte tenu de la répression sous le joug de M. Amadou Ahidjo. L'UPC misait donc sur toutes les forces progressistes du Cameroun et d'ailleurs, parce qu'elle était désireuse de voir la manière de faire la politique au Cameroun changer. L'idéologie du Manidem est le nationalisme révolutionnaire qui s'appuie sur des principes marxistes. Et le Manidem utilise des techniques d'opération clandestines basées sur la dissimulation. Quels sont les moyens utilisés par le Manidem? D'abord les tracts. Les tracts, dans un premier temps, on les fait venir d'Europe. Comment entretient le Manidem avait un orchestre un orchestre dénommé, vous m'excuserez, je ne parle pas bien Bassa, Diala Liloun. Le Manidem avait également une troupe théâtrale. Et le Manidem faisait périodiquement des bulletins destinés à la jeunesse. Le Manidem au Cameroun était dirigé par quelqu'un qui n'est plus là, qui est parti il y a quelques années. Et je vous donnerai son nom tout à l'heure. Il s'appelait Mouen Gaspard. Mouen Gaspard était un diplômé en économie qui avait fait
l'école des inspecteurs de douane à Paris et qui est revenu au Cameroun, avait été recruté dans une maison de la place et il avait fait recruter son bras droit, Martin Ebele-Tobo. Donc c'était les deux principaux dirigeants du Manidem. Mais le Manidem était divisé en cellules avec une étanchéité entre les différentes cellules. Il ne fallait pas que les gens d'une cellule connaissent les gens de la cellule d'à côté. Et le Manidem a donc pu prospérer pendant environ 2 ans et a suscité la peur dans le cœur des membres du régime. Parce qu'à Douala et à Yaoundé, où pratiquement chaque semaine on écrivait des graffitis sur les murs, on lançait des tracts, la peur s'est glissée dans le cœur de ces gens. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que le Mandem était un mouvement très important. Le DIRDOC, la direction de la documentaire, qui était la police politique, sous la direction de quelqu'un que vous connaissez bien, M. Fauchivé, Jean Fauchivé, s'est mis à surveiller les différents quartiers de la ville où il y avait une fréquence élevée, par exemple, de graffiti, de tracts, etc. Et ici à Yaoundé, ils se sont mis à surveiller la poste de l'université. Et un jour, ils sont tombés sur une correspondance envoyée par quelqu'un qui était étudiant à Polytechnique, qui s'appelait M. Moukouri Henri, qui faisait part de son activité à un de ses amis en France. Ils ont donc repéré M. Moukouri, ils l'ont même arrêté, mais ils l'ont relaxé en maintenant la surveillance. Et c'est ainsi que quand ils se sont rendus compte qu'ils en savaient suffisamment, ils ont de nouveau arrêté M. Moukouri, qui les a conduits à Douala où se trouvaient les chefs du Manidem. Et il a, avec la torture, n'est-ce pas? Parce qu'on vous arrêtait, on vous amenait au DIRDOC, et après le DIRDOC, on vous emmenait à la BMM, à la brigade mixte mobile. Ici à Yaoundé, elle était située en face de la prison centrale à Koundengui. À la brigade mixte mobile, on vous faisait subir des sévices dans une salle qu'on appelait la chapelle. C'est par dérision, la chapelle, parce que ceux qu'on amenait là-bas chantaient. Il y avait des tréteaux, il y avait une barre de fer, on vous ligotait et on vous mettait, vous avez ce qu'on savait qu'on appelle la gégène, la petite dynamo qui sort de l'électricité. On faisait des attouchements après vous avoir sérieusement battu. Et si vous n'étiez pas
suffisamment fort, vous dénonciez vos camarades. Je vous en parle parce que j'ai fait partie de ceux qu'on a amenés à la BMM en 1976. En juillet 1976. J'ai subi ce traitement. Nous sommes restés un certain nombre de mois, 6 mois à la BMM. C'est là-bas qu'il y avait ce traitement. Puis on nous a scindés en deux. Il y a eu un premier contingent qui est allé à Yoko, à Tcholiré, où il y avait une espèce de centre de redressement, où les sévices corporels continuaient après Yaoundé, et l'autre partie, parmi lesquels moi, a été envoyé à Yoko. Il faut vous dire que parmi les membres du Manidem, il y avait des gens très jeunes. Certains avaient signé de sa main. Il demande qu'on installe 2 brigades de gendarmerie. Et il ordonne que ces brigades de gendarmerie aillent arrêter des gens. Et ces gens furent arrêtés et disparus. 1958. Parce que lorsqu'il a demandé l'instauration de la création de cette gendarmerie, l'administration a tardé. Il a donc écrit de nouveau pour dire qu'il va mettre le terrain à disposition. Il a donc de sa main, j'ai la lettre ici, écrit pour donner un immense espace pour qu'on y construise les dispositifs administratifs. Une guerre a été déclenchée sur ce terrain-là. Si vous suivez les gens de Canal 2 et ainsi de suite, on fait plusieurs reportages sur ce terrain. Parce que les enfants, les multiples enfants disent que notre père n'a jamais donné le terrain. Moi, j'ai rencontré l'un d'eux, je lui ai présenté ça. Voici, c'est écrit noir sur blanc et signé de la main de votre père, qu'il donne le terrain, pas qu'il vend. Donc, le fait que les chefs traditionnels bamileke, dans leur désir de se faire aimer par l'administration coloniale française, étaient arrivés à des extrêmes. J'ai ici un document, vous pourrez venir le consulter à l'association Kumtu, recensement des maquisards et des individus dangereux. Il est le numéro 8 CF ATF IFA. Alors, ce document est signé de la main de M. Kwayep Enoch. Qu'est-ce qu'il dit dans le document? Pour chaque individu, les renseignements à recueillir sont les suivants. Nom et prénom, filiation complète, date et lieu de naissance, profession et résidence avant l'entrée au maquis. Les familles seront également invitées, le cas échéant, à remettre aux autorités administratives les photos de tous leurs enfants ou parents ayant gagné le maquis. En cas de refus ou de résistance, ces photos seront réquisitionnées. Au cas où elles prétendraient que leur fils ou parent a simplement abandonné le village, elles devront indiquer sa résidence actuelle et éventuellement présenter sa dernière correspondance. On demandait ainsi aux chefs traditionnels, Bamileke, de livrer leurs enfants. Et vous avez une dernière lettre, ici. Celle de la réunion des chefs traditionnels Bamileke, 23/9/1956. Daniel Kemajou, président de l'association des chefs. Toute la documentation est marquée ici sur comment l'administration les convoquait pour leur demander de livrer leurs frères. Il y a même un chef ici qui a livré ses 3 dernières femmes et qui ont été exécutées. Et il s'en est vanté en allant dire, pour vous dire que je vous aime, j'ai livré tel et ses enfants qui étaient dans le maquis, alors qu'en réalité ce n'était pas vrai. Je voudrais attirer votre attention. Quand vous lisez les documents de Enoch Kwayep, c'est lui qui a produit les textes fondateurs de la gestion de la chefferie traditionnelle Bamileke. Tous les conflits d'aujourd'hui viennent du texte d'Enoch Kwayep. Il en a 4, parce que c'est lui qui était
Parce c'est lui qui était le ministre de l'administration territoriale, si on peut appeler ça comme ça, à l'époque. Et donc, vous avez la liste de tous les chefs traditionnels bamileke qui furent convoqués. Chacun d'eux a pris l'engagement de détruire l'UPC. Et Enokaya a écrit, c'est même affiché là-bas, c'est le chef qui refuse d'accepter, déposez-le et mettez un autre chef. Les sous-préfets et les préfets radiaient les chefs pour installer celui qui était favorable à l'administration coloniale. 80% des chefs dans nos villages aujourd'hui sont ceux que l'administration a choisis et imposés. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voulais juste vous parler de cette affaire-là parce que l'effondrement du combat nationaliste est directement lié au fait qu'on a attaqué la chefferie traditionnelle. Djoumessi Mathias était le chef supérieur de Foreketchan. Tout premier président de l'UPC, congrès de l'UPC à Tchang du 10 au 13 avril 1950, il a retourné sa veste. Il a créé la toute première école d'enseignement du Yemba. Et puis il s'est employé avec le capitaine Georges Métrier à exécuter tous ceux avec qui il avait travaillé. Il était ministre résident à Tchang. Djoumessi Mathias. Je veux dire aux gens de l'université de Tchang, et je ne veux pas taquiner quelqu'un. Il y a un amphithéâtre qui porte son nom à l'université de Tchang. C'est une honte. C'est une honte. Parce qu'il est indigne que son nom soit inscrit sur le fronton d'une institution universitaire. Il a été une honte pour le Cameroun. Il a détruit le nationalisme camerounais. Et à la fin de sa carrière, il est devenu conseiller municipal à Tchang en 1961. Aux élections du 9 en 1961, il était conseiller municipal à Tchang. Vougmo Fidèle était le maire. Djoumessi Mathias, à la fin de sa vie, a tenté de mille manières d'être reçu. Personne ne l'a reçu. Il est mort dans une extrême pauvreté. Donc, voilà un peu le sort. On te prend, on t'utilise, et puis on te jette comme un trimestre. Je voudrais vous remercier. Je voudrais dire au professeur, je suis très honoré. Je voudrais dire au professeur, merci beaucoup. Une salle d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Merci. Merci. Ce n'est pas comme ça que nous devons le pleurer. Ce n'est pas comme ça que nous devons pleurer, Wandié. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ici. C'est ici. C'est ici. C'est devant son mémorial que nous devons le pleurer. Papa, pardon, viens m'aider. Viens m'aider à dévoiler ce mémorial. Pardon. Venez m'aider, s'il vous plaît. Venez. Venez, s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît. Venez. Venez. Wandié a donné sa vie. Pour nous, Wandié a donné sa vie. Wandié et les autres. Ils ont donné leur vie pour nous. Et pour les pleurer, nous devons le faire
devant ce mémorial. C'est devant ce mémorial que nous devons pleurer Wandié. Mais comment faire pour pleurer Wandié devant ce mémorial? Nous devons le construire. Nous devons construire ce mémorial en la mémoire de Wandié et des autres. Nous devons le construire. Nous devons le construire. Nous devons le construire. Je donne ma brique pour ce mémorial. Je donne ma brique pour ce mémorial. Je donne ma brique pour Wandié. Je donne ma brique pour ce mémorial. Mesdames et messieurs, vous avez une pelle à la maison. Vous avez un râteau à la maison. Vous avez une brique à la maison. Vous avez une scie à la maison. Ça peut être votre contribution pour ce mémorial. Pour ce mémorial en l'honneur de Wandié. Les enfants qui se lèvent chez eux le matin pour aller à l'école devraient se placer devant le mémorial de Wandié, comme s'ils se plaçaient devant le drapeau de notre pays. Ils ont donné leur vie pour ce pays, oui ou non? Ils ont donné leur vie pour ce pays, oui ou non? Ils ont donné leur vie, donnons-leur ce mémorial. Ils ont donné leur vie, donnons-leur ce mémorial. Je donne ma brique pour Wandié. Je donne ma brique pour Wandié. Je donne ma brique pour Wandié. Je donne ma brique. Je donne ma brique. Donnez votre brique. Est-ce qu'on peut applaudir? Merci. Alors, très rapidement, s'il vous plaît, vous allez un tout petit peu regagner vos places. Et nous allons demander au président de l'association Kumche de nous présenter ce mémorial du nationalisme camerounais qui jusqu'ici est un projet qui doit être concrétisé. Alors, très rapidement, l'endroit sur lequel nous avons simulé la construction, la maquette, se trouve à Bafoussam. C'est le lieu où Ernest Wandié fut exécuté le 15 janvier 1971. C'est situé derrière le palais de justice, en contrebas du commissariat central de Bafoussam. Nous avons rencontré la famille propriétaire de cet espace, la famille Foyou. Nous avons discuté. Il était d'accord pour nous vendre l'espace, mais ses frères se sont opposés parce qu'ils ont doublé le montant. Donc, l'espace est un garage automobile aujourd'hui. Nous voulons y construire. Cet espace va occuper d'abord un très grand parking avec des jets d'eau. Il y a une vingtaine de boucarous. Il y a une bibliothèque. Il y a une salle de conférence. Il y a des espaces thématiques. Un restaurant. Et puis il y a une sorte d'hôtellerie derrière, d'hébergement. Donc, ceux parmi nous qui ont 100 francs qui traînent quelque part, donnez. Si vous avez 100 000, donnez. Si vous avez 50 sacs de ciment, donnez. L'association Kumche, appelez-nous. Nous allons nous rapprocher de vous. Alors, sur notre plateforme, on a déjà commencé à contribuer. Les contributions ont déjà commencé à cliquer. Donc, je vous invite à partager le message pour que nous soyons dignes d'eux et qu'en construisant ce mémorial, nous ayons la fierté de dire « J'ai participé à la résurrection d'Ernest Wandié et des nationalistes camerounais. » Merci beaucoup. Merci, professeur. Et sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons passer à la phase de questions-réponses. Depuis le vernissage jusqu'à la conférence et même jusqu'à la présentation de ce projet, si vous avez des préoccupations, c'est le moment de les poser. Vous vous levez, vous vous présentez et vous posez votre question. Madame, bonsoir. Bonsoir, je suis Nadine Machikou, je suis universitaire et je suis ici dans le cadre de mon programme de recherche que je coordonne avec une collègue sur la question de la formation
et la transmission de la mémoire, la préoccupation que j'ai. Je voudrais en profiter pour lancer un appel. Si dans la salle éventuellement il y a des personnes qui souhaiteraient échanger avec nous sur ces enjeux-là. En fait, il y a dans vos deux interventions quelque chose qui m'a porté à soulever ma préoccupation. Moi, je m'intéresse à l'histoire familiale, l'histoire intime. Je m'intéresse à la façon dont cette histoire traumatique que vous avez, le professeur Tunchoa, indiqué comme étant une histoire frappée d'une amnésie, disons, voulue, si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Et donc, moi, je m'intéresse justement à tous ces mécanismes à travers lesquels cette histoire ou cette mémoire ne passe pas. Et où, de plus en plus, à travers tout un ensemble d'activités, par exemple là, on a vu avec cette performance, avec le mémorial, c'est tous ces mécanismes à travers lesquels on essaye de faire passer cette mémoire. Donc, ma préoccupation, elle est simple. C'est d'abord une préoccupation d'universitaire, parce que je pense qu'il y a un enjeu dans cette discussion qui est la question de la concurrence des victimes, parce que clairement, dans le cas de notre travail, on a observé que on a des manières de se saisir de ce passé qui sont parfois confrontales, qui sont confrontationnelles. Par exemple, l'histoire de Bansoa Penka Michel, et on sait qu'il y a un procès qui est en cours. Et ma préoccupation était justement celle de savoir comment les historiens que vous êtes se positionnent par rapport à ce débat, puisque finalement il y a aussi une discussion au sujet de la recherche de la vérité historique, la confrontation des sources. Donc je ne sais pas si vous vous intéressez à ces questions et si éventuellement la Société camerounaise des historiens a voulu se prononcer sur ce point-là. Ça, c'est la première préoccupation. Je vais aller vite. Deuxième, c'est est-ce que vous avez éventuellement, comme moi, observer cette difficulté à transmettre, cette difficulté à parler, et quels sont les mécanismes à travers lesquels on peut arriver en fait à déclencher un processus de transmission mémorielle. Vraiment, c'est une question très intéressée. J'espère que dans la salle, il y a des gens qui voudront me parler d'une histoire qui est aussi un peu l'histoire de ma famille, puisque je suis concerné aussi un peu par cette histoire. Merci. Eh bien, je dis bonsoir à tout le monde. Mon nom c'est Maï Maï, je suis fils de nationaliste, je suis fils de guerriero. Je suis né un 19 octobre 1958. Je suis entré en prison le 25 octobre 1958. J'avais exactement 7 jours. J'avais 7 jours parce que lorsque vous arrêtez une maman qui allait son bébé et que vous la jetez en prison, elle ne va pas laisser le bébé dehors. Elle est obligée d'aller avec elle. Donc je me considère comme l'un des prisonniers politiques les plus jeunes. Que l'un des prisonniers, je ne dis pas que le seul, l'un des prisonniers politiques les plus jeunes que le Cameroun ait connu. Mais je suis très content de ce travail qui est effectué ici. Seulement, je me rappelle de quelque chose. Un jour, il y avait la dédicace du livre de Madame Gapet Billon, dont la personne qui était l'organisateur de l'événement, c'était Nana Payon, en face de là où il y a aujourd'hui la direction des impôts, la montée. Et là, il avait un truc là. Et puis, la personne qui dirigeait cette dédicace s'appelait le professeur Daniel Aboa. Et il a longuement parlé. Vous saviez comment il était. Il parlait, il connaissait beaucoup de choses. Sauf que, lorsqu'il a parlé longuement, et que des monuments vivants ont rappelé des actes, des événements qu'ils ont vécus dans leur peau. Le professeur Daniel Aboa a dit, il regrette d'avoir enseigné à des milliers de jeunes Camerounais une histoire qui n'était pas la vraie. Et moi, je n'ai pas raté. Je lui ai dit, mais maintenant que vous avez su, aujourd'hui, que vous avez enseigné à des milliers de Camerounais une histoire qui était la fausse, comment est-ce que vous faites pour réparer ça? Puisque des milliers d'entre eux sont partis partout. Ils vont certainement continuer à divulguer ce que vous avez raconté. Mais bon, c'est juste un rappel. Oui. Maintenant, ce que je dis, c'est que
ce qui est ici, fait ici au ce soir est très important. Mais professeur, je suis désolé, ce n'est pas assez. Parce que vous devez avoir un travail très, très, très immense. Parce que quand vous allez enseigner à ces enfants comment est mort Yerna Leba, comment vous allez faire pour... Je n'ai pas vu que vous avez parlé des fosses communes. Il y en a à Bacham, il y en a à Bandenkop, il y en a partout. Il y en a à Poma, il y en a... On prendra le temps et je vous en montrerai suffisamment d'autres. Maintenant, j'aurais voulu que vous puissiez rappeler aux enfants que le 11 février où ils s'en vont se mouiller à la sueur là, c'est le jour de la trahison d'Aïdjo. C'est le jour-là qu'Aïdjo a trahi. Oui. Le 20 mai, que nous allons marcher là, au boulevard là, c'est pour essayer de diluer les meurtres de 1955 du 22 mai au 29. Maintenant, je pense que, ce que je voudrais savoir, c'est que la prochaine fois, est-ce que vous allez nous réparer tout ça? Vous allez nous ajouter encore d'autres choses dans cette information pour que la jeune génération qui est là ne puisse pas croire que toute l'histoire se limite là où on s'est arrêté aujourd'hui. Je vous remercie. Je vais juste passer je vais essayer de répondre à la première question. Mais je vais quand même laisser la deuxième au professeur Dikoumé. Mais pour être honnête avec vous, je ne regrette pas d'avoir été enseignant d'histoire. J'ai fait le monde entier, les archives de presque une dizaine de pays à la recherche de l'histoire de mon pays. J'ai formé des milliers d'étudiants, n'est-ce pas, des thèses. Je ne regrette pas. Donc ça c'est différent. Sur l'autre part, je pensais à mon âme et conscience d'avoir jamais enseigné le faux. Je peux me tromper, je suis être humain, mais je n'ai jamais été enseignant parce que je veux plaire à quelqu'un. Hein? Je ne dis pas ce que je fais parce que pour plaire à quelqu'un. Je dis à mon âme et conscience pour être en accord avec mon histoire personnelle. Et j'en reviens. Moi, ma mère a été agent de liaison au maquis. Mon grand-père était responsable de l'UPC dans mon village. En 1955, on a détruit le siège qui était chez nous. Mon grand-père a fui à Loum, ensuite allé à Tombel. Et le jour où on a bombardé Tombel, ma mère était malade, il a mené à Kumba. Et en revenant, tous ceux qui étaient ses amis étaient morts, brûlés. Il s'est installé à Kumba, il est revenu au village en 1964. Alors, donc, mais pendant longtemps, on n'avait jamais parlé. Je vous donne un exemple. Vers les années 70, nous habitons Nobel Bamileke. Il y avait le procès de Wangé. C'est maintenant que je dis que c'est le procès. Je savais qu'il y avait un machin comme ça. Et mon père achetait le journal, la presse du Cameroun, le journal du Cameroun, comme Cameroun Tribune. Il fermait la porte avant de lire. C'est-à-dire qu'il fallait fermer les fenêtres avant de lire. Le journal officiel qui parlait de... Je me rappelle très bien, on fermait la porte. Il regardait, il tenait à la fenêtre comme ça, il lisait. Après, on mettait dans l'armoire. Parce qu'il ne fallait pas qu'on sache qu'il s'intéresse à ces choses-là. Et chez nous, on ne parlait pas. Je me rappelle un jour, on parlait. Ma mère avait ses frères. Elle dit que tu es Google quand le pays était mauvais. Mais elle en aucun cas, ma mère assumait le passé UPC de son père. Ses frères, non, c'est mon père. Donc, le bip vient, deux événements renversent tout. Un, la mort de mon grand-père. La mort de mon grand-père en 1978. Mon grand-père était grand notable, Il y avait donc, il y a chez nous l'école Lakam. Il fallait apprêter ça pour que le successeur entre au Lakam. Et nous sommes entrés, on s'est mis à fouiller, machin. Et je ne sais pas quelle curiosité, je suis arrivé sur le toit, il y avait un drapeau. Koumze, Association traditionnelle Bamileke, section de Moye. J'ai encore ce drapeau. Hein? Mon grand-père avait caché ça dans un lieu secret. Ils ont trouvé des ossements humains. Il faut faire un travail de datation pour situer l'endroit. Et de manière traditionnelle, on appelle ça chez nous un cheveu. Il est venu, il a fait les trucs traditionnels et il a montré un endroit. Il a dit qu'il y a beaucoup de cadavres ici en bas. Creusez ici. À peine on a creusé qu'on se retrouvait en face des ossements humains. C'est notre histoire.
nous sommes en procès parce qu'on nous interdit de parler de ça. Parce qu'on nous dit, vous n'avez pas le droit de parler de ça. Il faut faire le silence là-dessus. Mais nous, ceux qui sont allés là-bas montrer là où on a enterré les gens, eux, ils étaient là ce jour-là. Ils n'ont pas entendu. Ce sont des témoins qui disent, et les voisins sont sortis, une dizaine de personnes pour dire que le jour, c'était ici. Alors, maintenant, la société des historiens. Moi, j'ai remarqué une chose, je le dis en présence des sommités de l'histoire. Il n'y a pas un endroit où la censure est plus grave que chez les historiens. Il n'y a pas un endroit où l'autocensure est plus prononcée. Même les journalistes sont plus libres que les historiens. Mais les historiens ne disent rien quand leurs intérêts sont menacés. Moi, j'ai découvert ça, j'étais surpris. Est-ce que vous savez que pour qu'on recommande le professeur Chouchoua pour venir ici, celui qui l'a recommandé a fui. Lui qui est professeur d'histoire, lui il m'a dit que Chouchoua est courageux. Donc je vais dire à Chouchoua que va à Yaoundé. Mais il sait de qui je parle. Il sait de qui je parle. Je me rends donc compte qu'au-delà de la censure même, les historiens sont dans l'incapacité de dire ce qu'ils ont vu. Et moi, je viens casser la baraque parce que je ne suis pas historien. Je suis à la base journaliste et puis je suis entré dans la recherche universitaire par d'autres moyens. Mais comment voulez-vous que j'ai autant de documents aussi importants signés de la main des autorités françaises et qui me donnent une liste? Je vérifie, je trouve la personne, je trouve telle. On me dit non, si tu parles de ça, ça va être très grave. Non, ne parle pas de ça. Hey, on ne parle pas de ça ici. Hein. Ne parle pas de ça. Donc, vraiment, je voulais juste regarder ça parce que, madame le recteur, l'une des difficultés majeures, c'est le silence dans les familles. Une famille nous a fait un témoignage extraordinaire. Nous avons enregistré. Quelqu'un est allé voir cette famille pour leur donner 700 000 francs. Il nous a envoyé un huissier pour dire que nous avons obtenu ces déclarations-là de manière, c'est-à-dire qu'on les a contraints. Donc vous voyez, c'est-à-dire il a suffi qu'on achète la maman pour que la maman appelle ses enfants pour dire que tout ce que nous avions dit là, on a dit que nous devons renier tout ça. Voilà au moins, voilà une réalité. Donc voilà, professeur, vraiment, je voulais juste attirer votre attention, donner mon avis avant que le professeur Dikoumé. Prof, il y a beaucoup de questions. Merci, une minute. Ce que j'ai compris, c'est que de nombreux Camerounais pensent, et ils y croient vraiment, que l'histoire du Cameroun n'est pas enseignée. Elle n'était peut-être pas enseignée. Et peut-être que le nombre d'heures de cours consacrées à l'histoire du Cameroun n'est pas ce qu'il devrait être. Mais on enseigne l'histoire du Cameroun. L'histoire ancienne du Cameroun, l'histoire coloniale, l'histoire récente, etc., etc. Et je voudrais également dire que par rapport à cette période de l'histoire du Cameroun, de nombreux travaux existent. J'ai dirigé au moins 6 ou 7 thèses sur ces travaux. Le professeur Chouchoua a dirigé autant, et d'autres enseignants aussi. Ces thèses existent. Ceux qui auront la curiosité de vouloir les consulter, nous les mettrons à leur disposition. Maintenant,
lorsqu'il s'agit du commun des Camerounais, les gens qui ont un certain âge, certains ont subi des traumatismes. Si vous êtes né en Pays-Bassa, à l'ouest du Cameroun, dans le Mungo, à Djoum, etc., où la répression a été féroce. Tout à l'heure, nous avons parlé des corps et des têtes qu'on venait jeter sur la place publique. Il y a des familles qui ont été traumatisées, qui ne parlent pas non seulement parce qu'elles ont peur, mais parce qu'elles ne voudraient pas revivre ces événements. Il y a ce qu'on appelle la mémoire enfouie. La mémoire enfouie. Vous savez, mais cette chose vous a fait tellement de mal que vous ne voulez pas revivre, vous ne voulez pas la revivre. En ce qui concerne madame, je crois que aussi bien le professeur Tchoumtcha que moi, nous sommes à votre disposition et nous prendrons contact avec d'autres collègues. Moi, je suis à la retraite, hein? Mais nous prendrons contact avec d'autres collègues pour vous faciliter les choses. Voilà. Merci, professeur. Et désolé pour votre retraite, vous n'irez pas en retraite, professeur. Vous avez encore beaucoup à apprendre aux Camerounais. On va prendre la deuxième série de questions. 3 questions. Merci. Je suis Moussa Ndjoya. Alors, la première chose, par rapport, je commencerai par ce que le professeur Dikoumé disait tout à l'heure, plus ou moins en réponse, ainsi que le professeur Tchoumtcha, en réponse à ce que disait le professeur Alphonse Sow, quant à l'autocensure qui règne dans nos universités. Le professeur Dikoumé a semblé nous dire qu'il y a des thèses. Mais il y a 2 problèmes, celui d'abord de la vulgarisation des résultats de nos recherches, parce que généralement nous faisons des thèses parce qu'on veut avoir le doctorat, chercher le travail. Et je peux raconter le nombre de thèses que vous demandez même à leurs auteurs, vous disent qu'ils n'ont plus leurs exemplaires. Donc il y a le problème de la vulgarisation. Et le système a compris que tant que vous faites votre chose dans le milieu clos, qu'est l'université, et que personne n'en sait, vous la faites, mais personne n'est au courant. C'est-à-dire, lorsque vous voyez le grand public, y compris les journalistes qui organisent les débats, les élèves, vous parliez tout à l'heure du recrutement des militants du Manidem qui ciblaient une tranche de la population bien précise, vous voyez que ceux-là ne sont au courant de rien. Donc, ça c'est ma première remarque. Très rapidement, il se pose un problème au Cameroun. Je suis en train de terminer un travail que je vais publier peut-être d'ici la fin du mois sur la trahison politique. Et il y a la question de la sanctification des collabos et de la criminalisation des nationalistes, comme vous l'avez dit tantôt. Ceux qui ont les monuments, Penka Michel, Fauchivé, dans mon village, Aruna Ndjoya, bizarrement, qui était le père de Ndam Ndjoya, et bien d'autres, étaient des collabos. Mais si vous demandez à un jeune Bamoun aujourd'hui, même trentenaire, où se situe la concession de Félix Moumier, qui est en Kunga, qui est à l'entrée de la ville, personne ne connaît. Ils sont même surpris que vous leur dites que mais Samuel Mekou était là, c'est lui qui a implanté l'UDC dans les années 90. Donc il y a cette question-là qui se pose et qui rejoint la préoccupation peut-être de la professeure Nadine Machikou, que je suis très heureux de retrouver ce soir, sur la vie de la famille. Et le professeur Ndjito Pierre de la famille de Moumier a fait un excellent ouvrage sur le portrait de Moumier et peut-être ce serait un informateur intéressant. Donc, mes 3 questions sont simples. D'abord, comment se faisait le recrutement des militants du Manidem, le premier Manidem? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'indiscipline. Est-ce qu'on s'intéressait d'abord à la trajectoire, à la moralité? On les recrutait comment, ces militants du Manidem? Parce que l'un des problèmes des organisations politiques, des formations politiques au Cameroun, c'est ce déficit de recrutement-là. Quelqu'un adhère, 3 jours plus tard, on le met au bureau national du parti, on le confère. Après, il dit qu'il a démissionné, c'est la présidente. Deuxième chose, comment se faisait la formation idéologique à l'intérieur de ces Manidem-là, globalement?
Et la troisième question que je me pose, c'était quel a été le rôle du tribalisme dans l'échec du mouvement nationaliste? Ça, le professeur Tchoum, tu as pu y répondre. La place du tribalisme dans l'échec du mouvement nationaliste. Parce que nous remarquons que tous les noms, pratiquement tous les noms qu'a cité le professeur Dikoumé, c'était surtout des Douala et quelque peu les Bassa. Même la désignation du journal, la dénomination du journal, de l'orchestre, etc. Alors, et on a vu les travers de l'UPC au lendemain des années 90, ce qu'on a appelé la bassaïsation de l'UPC. Alors, quelle était la place du tribalisme dans l'échec du mouvement nationaliste camerounais? Je vous remercie. Je m'appelle Dr Tchankam, je suis enseignant d'université. Professeur, moi je veux un peu attirer votre attention sur le fait que vous semblez avoir oublié, et on vous l'a dit, que si l'on vous explique le Cameroun et vous dites que vous avez compris ce que vous n'avez, on ne vous a pas bien expliqué. Comment pouvez-vous accepter qu'un événement aussi grandiose que celui-ci soit vraiment dans cette forme d'anonymat? Je m'explique très bien. S'il y avait un match Cameroun-Maroc, cette salle, il n'y aurait même pas d'espace pour passer. Mais lorsqu'on veut ressusciter notre mémoire, notre conscience, voilà où est-ce qu'on en est réduit. Deuxième remarque, monsieur le professeur, je vous dis très bien, tout à l'heure quand vous dévoilez ce que nous appelons ici le mémorial du nationalisme, moi je me demande dans quelle planète vous vivez. Parce que vous ne comprenez pas que l'objectif actuel est de se remplir les poches, construire des villas, enterrer de grandes voitures de 190 millions qui auraient pu nous permettre de construire aujourd'hui autant de mémorials que possible. Celui de Wandier, celui de Oumiobe, etc. Voilà la réalité. Ça, vous ne comprenez pas. Quand vous vous mettez debout, on vous prouve le patriotisme en allant construire ce qu'on appelle monument patriotique en pleine ville. Parce qu'on sait que c'est là où Jésus-Christ passe pour le 20 mai, pour montrer combien on est patriotique. Et on y met le ballon et je ne sais pas quoi. Comprenez que ça, c'est une marque de génie. Il faut admirer cela, monsieur le professeur. Vous ne comprenez pas cela. À coup de milliards, cela aurait pu résoudre tous ces problèmes. Regardez cela très bien. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la déchéance mentale d'un pays. Ça, c'est la déroute. Soyons honnêtes. Parce que là, quand vous vous échinez, vous travaillez, professeur Tchimtia, professeur Dikoumé, il y en a plusieurs. Cette salle devait être remplie. On devait même chercher de l'espace sans trouver. Parce qu'il faut ressusciter ce qui nous appartient, ce qui nous a touchés. Mais voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Moi, je vous dis simplement, beaucoup de courage. Et s'agissant du fameux mémorial, le combat devra continuer et je vous suggère qu'on se mettra ensemble pour attaquer même la diaspora si on peut obtenir de l'aide pour réaliser ce mémorial. Je vous remercie. Good evening to everyone. I'm called Lemu Stephanie, a student at the University of Yaoundé 1. I'm offering performing art and cinematography. I just have 6 questions to ask to you people. Okay. I'll ask 2. The first question is that what impact has Manidem had on the Cameroon economic development? And the second question is that what is Ernest Wanti's legacy in Cameroon? Merci le panel pour les réponses. Et on prendra une dernière série. J'ai un point sur lequel je vais sauter, sur les chefs. Je pense qu'il y a, je voulais d'abord aborder cette question par un témoignage. C'est écrit, j'ai bien le titre du livre. C'est un administrateur colonial qui écrit. Il raconte l'histoire, la relation entre le chef Bayangam et le chef Baham.
Il dit que les deux étaient des ennemis jurés, entre parenthèses. Quand il y avait une cérémonie officielle, il était obligé de faire déposer entre les deux chefs, parce que les deux ne s'entendaient pas. Un jour, en rentrant de Baganté, il faisait nuit, il s'est dit, bon, je vais faire un stop à la chefferie Bayangam. Et il était surpris de voir la voiture du chef Baham dans la cour. Et il dit, mais comment? C'est des gens qui ne se saluent jamais. Comment ça fait que la nuit, ils se furcanent, ils se saluent? Et dès que le chef apprend que l'administrateur colonial arrive, il disparaît. Et il en a gardé un souvenir, il a écrit dans ses livres, l'administrateur en tournée. Et pour dire que une des dimensions de relation à l'Ouest dans les systèmes hiérarchiques, c'est la ruse. Aussi la ruse. Le discours qu'on tient en public, même quand le cri n'est pas toujours ce qu'on fait. Le chef Bawang de mon village peut être des âmes. Il a hébergé Momopol. Il était un adversaire des nationalistes. Jusqu'à ce qu'on l'attrape, on l'amène à Bangou pour qu'il change et qu'il trahisse. Donc, beaucoup de ces personnes vivaient dans le double jeu. Donc, quand on a étudié ça, à cause du rapport de force défavorable, c'est l'autre qui, dans le marché des Grecs, raconte que quand le rapport de pouvoir sont défavorables, la personne essaie de capter ce pouvoir défavorable par la ruse. Et beaucoup de chefs ont utilisé ces ruses-là. Ils étaient en même temps d'un côté et de l'autre. Ils jouaient sur deux tableaux. Souvent, ça aussi, il faut, même ceux qu'on vous raconte l'histoire de Bangou, n'est-ce pas? Même ceux qui étaient complètement pessis ont joué sur deux tableaux, toujours en train de jouer un peu. Donc, je voulais quand même que, quand on étudie globalement, il faut bien avoir cette approche théorique-là pour comprendre un peu l'ambiguïté de la situation où on se trouve. Maintenant, la question de la sanctification des collabos. En fait, le gros problème, j'ai oublié de dire, c'est que nous sommes dans la mémoire de la défaite. Ceux qui ont pensé le Cameroun, ou qui ont projet pour le Cameroun, n'ont pas eu le pouvoir politique. Ce sont les adversaires de l'indépendance qui pensent que c'est qui ont eu le pouvoir. Et ils ont instauré autour de ça un blackout. Ils ont instauré un blackout. Ils ont instauré, j'ai étudié au temps d'Aïdjo. L'histoire commençait avec Aïdjo. Avant, c'était rien du tout. Donc, jusqu'à aujourd'hui, le système actuel a hérité de cette situation où les adversaires de l'indépendance gèrent le pouvoir indépendant. Et donc, sur tout ce passé, on a fabriqué un blackout. Et c'est pour ça que ça se traduit donc par cette forme de sanctification de collabo. On essaie de fabriquer des héros fictifs pour compenser le vide laissé par les vrais héros. C'est ça l'histoire, c'est clair et net. Et donc, même pour comprendre l'histoire du Cameroun, il faut comprendre par là. Et donc, c'est dire que et tant qu'on n'a pas, et pour moi, on ne peut pas gommer l'histoire, on ne peut pas effacer. On peut l'enfuir comme l'enfuir, mais on est malade, ça devient une amnésie. Donc, le travail que nous faisons, c'est de déconstruire ces récits-là. Et pour déconstruire, il faut d'abord savoir ce qui s'est passé. Même ces thèses-là, un jour, il faut d'abord que ces thèses soient là. Le malheur aujourd'hui, c'est que quoi? Aujourd'hui, il y a un travail démoniaque qui se passe. C'est que c'est les administrateurs coloniaux qui sélectionnent maintenant les enseignants d'université. Ah oui, c'est ce qui se passe. J'ai des étudiants qui ont fait des formidables thèses au Cameroun et qui aujourd'hui publient encore dans les revues. Ils sont obligés, Noubou a été obligé de partir au Canada parce qu'il n'a pas pu, pendant 6-7 ans, on ne l'a pas recruté. L'autre est rentré en France, ainsi de suite. Beaucoup sont obligés de s'expatrier parce qu'ils ont fait de bonnes thèses, ils s'écrivent jusqu'à aujourd'hui, ils publient, mais ils ne peuvent pas être recrutés. Vous ne pouvez pas conduire. Donc, le gros problème, c'est ça. L'autre problème de chez nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est que à l'université, on est un peu libre. Mais au secondaire, ce sont les manuels du secondaire sont conçus par qui? Voilà. Et conçus dans quel contexte? Souvent, ce sont des... Moi, j'ai eu le bonheur de participer en France à la confection des manuels, de la commission des manuels scolaires. Chez eux, c'est des professeurs d'université qui font les manuels du primaire et du secondaire. C'est des vieux professeurs. Moi, c'était Hubert Bonnet. Je suis Hubert Bonnet.
Alors, ici, on prend des inspecteurs qui ont licence plus 2 ans à l'école normale, qui n'ont même pas souvent une formation soutenue d'historien pour fabriquer les programmes pour enseigner de la 6e en terminale. Vous comprenez? Donc, tant qu'on ne va pas résoudre ce problème des programmes scolaires enseignés au Cameroun, on va voir toujours que les thèses vont rester. Ça, c'est le deuxième problème. À l'université, lui, il a fait le programme de l'université, je l'ai aidé. Juste aujourd'hui, la plupart des programmes, c'est nous qui l'avons fait. Personne ne m'a mis en prison parce que j'avais enseigné le nationalisme, ainsi de suite. On est quand même un peu libre là-bas. Mais au secondaire, qui est la mamelle là où on se structure, c'est complètement phagocyté. Le troisième problème aussi, c'est la politique du livre. Tant qu'il n'y a pas une politique du livre au Cameroun, ne vous leurrez pas. Prenez une ville comme Bordeaux, combien de bibliothèques il y a. Vous publiez un livre, la plupart des bibliothèques achètent le livre. Et ton université achète le livre. Et les lycées achètent les livres. Donc, seulement les bibliothèques peuvent acheter le 3/4 des livres. Ici, là, vous publiez, même votre département n'achète pas le livre. Alors, comment vous voulez que ça puisse progresser? Vous comprenez? Voilà les problèmes auxquels nous heurtons. Tant que nous n'avons pas fait lever ces barrières-là, il est difficile de ne pas avoir une histoire de collabos à la place de l'histoire vraie. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Bon, alors, M. Moussa Njoya, vous allez écrire un truc, la sanctification des collabos. Hein? Bon, alors, vraiment, rejoignons-nous. Retrouvons-nous parce que le gros monument qui se trouve... Alors, le procès a eu lieu aujourd'hui à Tchang. Il a été renvoyé à la semaine prochaine, le 22. Oui. Oui, mais nous devions, avant d'aller poursuivre ce mengue, commençons d'abord par régler le problème à Bansoa. Oui, et justement, dans cet ouvrage-là, le silence s'est fait sur la collaboration. Non, prof, il y avait une question. Bon, vous avez demandé comment se faisait le recrutement. Le centre du Manidem était à Douala. Celui qui dirigeait le Manidem au Cameroun, M. Mouen Gaspard, travaillait à Douala. J'ai dit tout à l'heure que les cibles étaient d'abord les élèves, les étudiants, les jeunes cadres dans les entreprises, les enseignants, etc., etc. Donc, mais j'ai été personnellement étonné de voir des gens qu'on avait arrêtés à Garoua et des gens qu'on avait arrêtés dans la région de Kribi et dans le centre. Lorsque je suis arrivé à la BMM, dans les cellules, on trouvait des gens originaires de plusieurs régions. Donc ce ne sont pas seulement les Douala, ou bien ceux qu'on appelle les Sawa, qui étaient membres du Manidem. Il s'est trouvé que Mouen Gaspard était étudiant en France, sa femme était membre de l'UPC. C'était la sœur aînée de Kalalobe, qui est décédée récemment. C'était la sœur aînée de Kalalobe. Elle était formée idéologiquement et c'est elle qui a fait entrer son mari dans l'UPC. Et puis après, on a envoyé... mais ceux qui ont en France, le Manidem, je vous ai cité les noms ici, hein? Michel Ndo, Makit et d'autres, ce n'étaient pas des doigts là. Il y a Nkoko Priso qui était Sawa, qui était Abo. Tous les autres appartenaient à différentes aires culturelles du Cameroun.
Donc, le recrutement se faisait surtout au sein des établissements. Et c'est même cela qui a permis à la police politique de mettre facilement la main sur certains étudiants ou élèves. Par exemple, lorsqu'ils sont allés, le premier écrit qu'on a fait sur le premier graffiti sur les murs, on l'a fait en face du collège Liberman. Donc la police s'est tout de suite posé des questions. Est-ce qu'il n'y a pas eu une proximité entre ce graffiti et le collège Liberman? Et on s'est mis à chercher. Bon, le recrutement se faisait de proche en proche. C'est-à-dire que on importait de la littérature. Cette littérature était surtout de l'idéologie de gauche. Cette littérature était distribuée aux jeunes un peu partout. Et ceux qui étaient enthousiasmés par cette littérature, on essayait de les recruter. Certains pour former des cellules. Voilà. La formation idéologique. Je vous ai dit que la base du Mandem au départ en France, c'était le marxisme. Mais eux, ils parlaient du nationalisme révolutionnaire. Parce que ce n'était pas seulement des marxistes qui avaient été engagés par le Mandem. Je vais donner l'exemple de Mongo Betty. Mongo Betty n'a jamais été un marxiste. Il était un peu ce qu'on peut appeler un homme de gauche. Mais ce n'était pas un marxiste. Et il y a des camarades que je connais qui n'ont jamais été des marxistes, mais qui ont occupé des positions importantes au sein du Manidem. Bon, le tribalisme, j'ai déjà répondu à la question. Quand je suis arrivé à Yoko, j'ai trouvé des gens qui venaient un peu de partout. Quel rôle sur le plan économique? Comme le Manidem était d'abord un mouvement en formation qui Je peux vous assurer que chacun d'eux, je serai content que chacun d'eux rentre en ayant compris, en ayant retenu au moins le peu que nous avons voulu qu'il retienne. Je voudrais saluer une présence ici. Ne m'accusez pas de faire la discrimination. Nous avons ici un patriarche, un chevalier du micro. Ernest Wandier, le passant, la trace. 15 janvier 1971, 15 janvier 2026, 55 ans déjà. Kwemche est une association apolitique à but non lucratif. Alors, Ernest Wandier fut le dernier chef historique de l'UPC. Et nous allons le célébrer en organisant 4 événements. Premier événement à 15h. Exposition photo, 112 photographies venues des archives départementales de la Ménois-Chang, venues des archives régionales de l'Ouest, des archives militaires de France à Vincennes. Deuxième événement majeur, conférence publique. Alors sur le thème splendeur et misère du nationalisme camerounais, 2 historiens de renom, le professeur Emmanuel Tchoumchoua et le professeur Dikoumé Albert de l'université de Douala, vont ouvrir le débat 55 ans après la mort d'Ernest Wandier. Le nationalisme camerounais se serait-il essoufflé? Troisième événement important, Mabrik pour Ernest Wandier. Nous allons lancer ici la campagne Mabrik pour Ernest Wandier qui vise à collecter les fonds
visant à acheter l'espace où il fut exécuté dans le but d'y construire le mémorial du nationalisme camerounais et la tombe du nationaliste inconnu. Nous allons avoir cet événement-là, nous avons mis en place tout un dispositif qui vous permet d'apporter votre modeste contribution, acheter votre brique virtuelle tout de suite. Dernier événement avant la fermeture, le 21 janvier 2026 à 18h, une représentation théâtrale. 15 janvier 1971, écrit par votre humble serviteur, mise en scène de Guy-Francis Tamiyoba, professeur de théâtre, à l'université de Yaoundé 1. Vous êtes invité à l'événement. Comme tu, souviens-toi, n'oublie pas, achète ta brique virtuelle dès à présent pour pouvoir construire la mémoire collective de notre pays. Le 15 janvier 1971, ici, à cet endroit, Ernest Ouandie a été exécuté. C'est un espace qui est aujourd'hui un garage automobile, comme vous pouvez le voir là. Et à l'occasion du 55e anniversaire de sa disparition, nous souhaitons acheter cet endroit où il fut exécuté, où son sang a giclé sur le mur que vous voyez là, pour y construire le mémorial du nationalisme camerounais et la tombe du nationaliste inconnu. À cet endroit-ci, nous souhaitons mettre en place un bâtiment qui va abriter des espaces thématiques, une grande bibliothèque, une salle de conférence, des bureaux, un restaurant, un parking et surtout une série de boukarous qui seront représentatifs de chaque nationaliste camerounais décédé. Achetez dès à présent votre brique. Participez à la construction de cette œuvre de lutte contre l'amnésie et l'oubli. Construisons ensemble la mémoire collective de notre peuple. Contactez-nous. Appelez l'association Kwemche. Kwemche signifie souviens-toi, n'oublie pas.